Yo les gonzes, comment ça va? Oui, j'ai envie de reprendre un petit peu le concept des petites histoires dans une configuration un peu chill. Dans cette période de confinement, j'ai besoin de retrouver un petit peu de proximité, de douceur, en respectant toujours les gestes barrières. Hein. Vous commencez à le savoir, j'adore faire des petites histoires autour du monde de la moto. Surtout quand ces petites histoires ont changé le monde de l'industrie moto à tout jamais. Quand j'ai commencé la moto en 2016, je connaissais déjà les modèles iconiques du moment, les fameuses MT-07, MT-09 de chez Yam, les ER6 et Z800 de chez Kawa, les 1200 GS et 800 GS de chez BM, la Street Triple de chez Triumph, bref, que des motos de fous furieux qui ont chacun leurs qualités et leurs défauts, mais qui ont marqué leur temps dans le monde de la moto, hein. Si bien que de toute façon aujourd'hui elles impressionnent encore les motards de tous bords, hein, jeunes comme vieux. Donc je me suis dit, ok, mais avant, il y avait quoi? Quelles machines ont permis l'éclosion de ces modèles, tu vois? Depuis quand il y a ces types de freins à disque? Depuis quand il y a un démarreur électrique? J'en sais rien, moi, un bras oscillant. Bref, tous les éléments de la moto aujourd'hui, ils viennent d'où ces éléments-là? Oui, je sais. Des fois, je me pose des questions à la con. En bref, quelles motos ont permis de faire avancer le schmilblick dans les années 40, 50, 60, 70? Pourquoi il y a une guerre aussi forte entre les européennes et les japonaises? Depuis quand ça dure? Et il y a une machine, une seule, qui a mis tout le monde motard d'accord. Une moto qui a fait basculer l'industrie motocycliste dans une nouvelle dimension, laissant derrière elle plein de petites motos qui allaient s'en inspirer pour devenir meilleures. Et cette histoire est pour moi l'une des plus belles histoires du monde de la moto, à tel point que sans cette machine, eh ben, le monde de la moto ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. On est en 1968. Rappelez-vous. C'est à 16h30, heure de Paris, que le service funèbre à la mémoire du pasteur Martin Luther King... Voici les premières images de lune que vous devez avoir sur votre écran maintenant. Les manifestants devaient défiler pendant près de 2 heures dans le plus grand calme. Quand la télé nous parle en boucle de ce qui se passe chez nous comme ailleurs, une révolution est en train de naître dans l'industrie moto. En novembre de cette année, au Tokyo Game Show, est révélée la moto qui sera quelques années plus tard la moto du siècle. La Honda CB750 4. Mais on va déjà un peu trop loin, donc on va refaire un historique. Le monde de la moto est dominé par les sociétés européennes, et surtout britanniques. BMW, Royal Enfield, Ducati, Triumph ou Moto Guzzi sont déjà là et bien implantés, mais d'autres marques phares de l'époque explosent tout en termes de vente. Anglaises, bien évidemment. BSA avec ses Road Rocket ou Golden Flash, Panther avec ses modèles 100 et 250, Matchless et sa G12 ou sa G50, Norton avec sa Dominator, Vincent avec sa Black Prince, tout comme des marques européennes disparues hein, comme Zundap, AJS, et feux des Français comme Vélo Solex, Moto Bécane ou Moto Confort. Ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo plutôt cool hein, sur les motos françaises, hein. Je t'invite à aller la voir comme ça, pêle-mêle. Hein. En bref, au début des années 60, la moto c'est 3/4 d'européenne. Un peu d'américaine aussi, hein, avec Indian et Harley, et un tout nouvel acteur qui entre en jeu, les japonais, Honda et Yamaha en ligne de mire. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans les années 60, la moto c'est un truc d'initié. Ça touche pas un énorme public, ça perd pas mal d'huile, c'est chéro à l'achat et à l'entretien, et clairement, le marché il se casse la gueule. On va pas se mentir, ça pue pour les marques européennes qui peinent réellement à se renouveler. Beaucoup d'ailleurs fermeront leurs portes entre 60 et 69, peinant à trouver un nouveau public et un nouveau marché. Alors les Japonais, dans les années 60, ils arrivent chez les Européens, ils toquent à leur porte et ils leur disent « Coucou, c'est nous, on arrive avec des machines qui sont plus fiables, moins cher, on peut venir vous piquer le marché ?» Et les Européens, bien évidemment, ils disent non. Et les Japonais, ils disent ok, on reviendra dans 8 ans. Parce que 8 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Honda pour tout bousiller en compétition. Ils commencent par remporter dans la douleur, c'est complètement faux. 18 titres mondiaux du championnat constructeur, 137 victoires en Grand Prix, rien que ça. Alors imaginez un petit peu ce que c'est dans la tête des Européens à l'époque. Hein. Eux qui peinent à innover se voient clairement voler la vedette par le pays du soleil levant. Et forcément, ça intéresse les futurs clients. Les Occidentaux veulent du pro. Ils veulent du truc qui tombe pas en rade, ils veulent du fiable, ils veulent du gagnant, ils veulent du japonais. Et c'est comme ça que dès 1968, Honda devient le numéro 1 mondial de la moto, en termes de vente et en termes de fiabilité. C'est simple, ils écrasent tout sur leur passage. Faut savoir qu'Honda notamment propose des motos de petite et moyenne cylindrée, entre 250 et 450 cm3, qui bouffent littéralement les européennes et les américaines, beaucoup plus lourdes et puissantes. Premier coup d'éclat en 1965 avec la CB450, qui proposait déjà à l'époque un démarreur électrique
et qui allait à 170 km/h. Et on est en 65, hein. Alors l'histoire voudrait que l'ingénieur en chef de chez Honda, Yoshiro Harada, retenez bien ce nom-là, hein, parce qu'on va s'en servir un petit peu plus tard, voulait développer une machine puissante et robuste au début des années 60 pour commencer à faire son trou dans le marché américain. Si bien que quand elle est sortie en 65, eh ben la CB450, c'était tout simplement la moto la plus impressionnante du marché. Et rien de plus normal en vrai, hein. La CB450 s'inspire des motos qui ont gagné en compétition, avec une distribution par 2 arbres à cam en tête, et des carburateurs à dépression par exemple. Ça a pas l'air de vous choquer pour ceux qui ont des machines des années 80-90, mais on est en 65. À l'époque, c'était impressionnant. 43 chevaux qui sortent 170 km/h pour 200 kg. Mais c'est un échec. Les Américains n'y trouvent pas leur compte. Bon, un petit échec, mais dans la tête d'Harada, c'est un échec quand même. Et pourquoi c'est un échec? Parce que les Américains partaient d'un constat simple, et je vais essayer de vous le faire avec l'accent. The bigger, the better. En gros, plus la cylindrée est grosse et plus la moto c'est mieux. 450 cm3, c'est absolument pas suffisant pour le marché américain. Donc là, Yoshiro Harada, il se rebiffe et il dit « Ok, 450 ça vous va pas ? Eh ben je reviens dans quelques années avec un moteur beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. Et là on va voir si ça l'impressionne pas. » Là on entre clairement dans ce qui fait la légende de Honda. Si bien que c'est une petite histoire dans la grande histoire de la moto. Soichiro Honda, petit mécanicien simpliste devenu président et fondateur de la Honda Motor Company, se rend en Europe. Tout simplement. Il se demanda pourquoi Valoutre a aussi peu d'abonnés. Il devrait en avoir le triple normalement. Je mesure pas la véracité de ses propos, hein, parce que bon, ça a été retrouvé dans un vieux manuel d'histoire. Bon allez, on arrête de rigoler, en fait, il est en Suisse et il aperçoit une moto de police de chez Triumph. Il se demanda alors, mais pourquoi cette moto est si petite? Avant de réaliser tout penaud qu'en fait, la moto elle était pas petite, hein, simplement que les Suisses étaient grands, beaucoup plus grands que les Japonais. Et là ça part d'un constat simple, c'est qu'en fait les motos doivent être beaucoup plus grosses, parce que les Américains et les Européens, enfin les Occidentaux en gros, sont plus grands, donc les motos doivent être dimensionnées pour eux. Et il rentra au Japon avec dans ses valises une idée de ce qui deviendra, selon ses propos, la reine des motos. Et il missionna un gaijin, un étranger, dont il avait une pleine confiance, qui devait rebooster le marché américain, et ce gaijin, c'est Bob Hansen. Il avait interdiction complète de rentrer dans une zone de la R&D nippone, interdiction de Monsieur Honda en personne, qui lui disait développer un moteur secret pour la reine des motos. Et Hansen, bien fier comme il est, commença à poser des devinettes à Honda. Il savait que Soichiro Honda avait dans ses petits papiers un moteur de 600 cm3 bicylindre, et il pensait que les Japonais allaient développer une concurrente de la Triumph Bonneville, qui éclatait tout sur le marché américain. Mais Hansen savait aussi de sources sûres qu'un moteur 750 cm3 3 cylindres allait très bientôt sortir de la firme Triumph, le moteur de la future Triumph Trident. Après l'histoire voudrait que Triumph cartonnait tellement avec ses Bonneville qu'il laissait un petit peu la Trident de côté, et ça peut se comprendre en vérité, hein. Ils en ont tellement vendu des Bonneville aux US que bon, la Trident, c'est un petit peu passé de mode. C'est pas incroyable comme histoire, on est là dans les petits papiers de Honda, de Hansen, de Triumph, voir un petit peu la guerre des motos entre les européennes et les japonaises. Je trouve ça fou. Et pas vous? Enfin c'est incroyable. Bon allez, on continue. Faut savoir qu'à l'époque, jamais une firme japonaise avait sorti un moteur de plus de 650 cm3. Donc croyez-moi, il fallait quand même cravacher hein, pour rattraper le moteur anglais. Hein. Et c'est là que Hansen prononça une phrase qui restera dans l'histoire. Il vaudrait mieux pour vous que ce moteur ne soit pas un twin. Il faut que ce soit un four. Honda acquiesce et il dit à Hansen, bah, ça tombe bien, on a de l'expérience sur des moteurs 4 cylindres de compétition. Donc on va s'en inspirer. Et ça s'arrête là. On ne saura jamais si Hansen a influencé Honda ou inversement, mais quoi qu'il en soit, c'était rentré dans la tête de Honda qu'il fallait un moteur 4 cylindres de série. Clairement, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, ça allait être la continuité de la CB450 pour devenir la plus grosse moto de la firme japonaise. Il était donc temps de voir plus grand et de lancer ce projet qui allait tout casser. Le nom de code de cette machine est Projet 300. Alors on ne sait pas pourquoi c'est Projet 300, mais c'est Projet 300. C'est comme ça. 20 personnes travaillent sur ce projet d'arrache-pied. Et le cahier des charges était le suivant. Il fallait une machine avec un moteur 4 cylindres évoquant les machines du GP de chez Honda, une machine qui pouvait atteindre facilement sans trop de vibrations les 100 miles à l'heure, soit dépasser 160 km/h, des freins qui tiennent la route et qui permettent de stopper efficacement la machine, le minimum de vibrations et de bruit pour permettre de réduire la fatigue du pilote sur longue distance, une notion d'ergonomie de la moto,
un démarreur électrique pour contrer les kicks de triomphe, une fiabilité améliorée permettant d'étendre les révisions, et surtout, une facilité de fabrication permettant de fabriquer massivement, très massivement, cette machine. Et il aura fallu 6 mois pour faire un prototype. 6 mois. C'est rien, 6 mois. Il prend son moteur secret de 750 cm3, l'implante dans un cadre de CB450 et se rend compte de plusieurs choses qu'il ajuste. La moto est trop puissante, le moteur est donc réduit. Et à l'avant, un frein à tambour n'était pas assez puissant. Donc du coup, on s'est inspiré encore une fois de la compétition pour mettre un frein à disque à l'avant. Et c'est la première fois dans une moto de série qu'on verra apparaître un frein à disque. Et on arrive en novembre 68. Au tout début de notre histoire. BSA et Triumph vont sortir leur Triumph Trident et il faut contre-attaquer très vite. Le rendez-vous est pris. Honda va présenter en novembre 68 sa machine de guerre, la CB 750-4. Et c'est là que l'histoire se crée. La moto génère un engouement terrible, c'est la reine du salon, autant par son moteur que par sa qualité de fabrication, que par son frein à disque à l'avant. D'ailleurs, le frein à disque à l'avant tout seul aura généré autant de succès que tout le reste, clairement. Et en même temps, bon, c'est bien normal. C'est la première fois qu'on voyait ça dans une moto produite en masse. Rendez-vous pris à Las Vegas en janvier 69 pour annoncer la machine sur le marché américain. Et c'est là que le président de Honda US, Kiyashiro Kawashima, annonça le coup de grâce. La moto allait être vendue à 1495 $. 1495 $. Sachant que les machines européennes sont vendues en général entre 2800 et 4000 $, c'est l'explosion. L'audience qui assiste à ça fait une standing ovation et Honda, c'est dorénavant qu'ils ont gagné la course. 15 mars 69, c'est la date de la mise de production de la CB750K0. Les Japonais pensaient sortir 1500 unités par an et ils vont très vite déchanter tellement la demande est folle. On grimpe à 3000 par an, soit 10 unités par jour. Ce chiffre grimpera très vite à 25 par jour. Puissant. Et ça fait 36 000 motos à l'année à produire. Et encore, 36 000 motos, c'est rien comparé à l'engouement de la moto en général. La moto se vend d'autant bien qu'elle est aussi plébiscitée par la presse. Et c'est aussi le cas de la France, via le magazine Champion, qui nommera la moto très rapidement la moto du siècle. On entrait à peine dans les années 70 et c'était déjà la moto du siècle. Pour vous dire à quel point le chamboulement était total. Disponible en juin 69 chez nous, le mythe s'installe très vite et les queues se font devant les concessions. Vendue à plus de 22 000 exemplaires dans l'Hexagone, un record pour l'époque, elle a surtout été produite de 69 à 79 au nombre délirant de 553 000 exemplaires à travers le monde. C'est la folie. C'est la folie cette machine. Avec cette moto, le motard classique n'est plus un blouson noir fada de mécanique et d'huile, ça devient un consommateur rouleur qui a envie d'aller plus loin et de voyager avec sa moto. Elle est devenue le point zéro de la moto moderne et elle en a profité pour tuer la concurrence européenne. En fait, ce qui fait le succès de la CB750-4, c'est sa simplicité évidente. Simplicité mécanique avec un entretien tous les 5000 km. Démarreur électrique alors qu'il fallait tout un cérémonial pour démarrer une européenne. Tout en atteignant les 200 km/h avec une zone rouge à 8500 tours minute. Un bras oscillant et 4 carburateurs. Et en fait, c'est ça qui est rigolo avec la CB750-4, c'est qu'elle a piqué des trucs à droite, à gauche, et elle les a tout empilés pour créer une moto parfaite pour l'époque. Si parfaite qu'elle a initié un mouvement dans les constructeurs japonais qu'on appelle le Nanahan Boom, où tous les constructeurs japonais voudront sortir un 750. Kawasaki 750H2 Mach 4, Suzuki GT 750, Yamaha TX 750 et XS 750. Mais elles arriveront trop tard, en général 2 ans après, et elles ne connaîtront jamais le succès ahurissant de la CB750-4. Il faudra attendre 4 ans pour avoir une moto prestigieuse qui puisse enfin terrasser la CB750. C'est la Kawasaki 900Z1. Ça aussi, c'est une moto d'exception. BMW et Ducati auront fort à proposer des alternatives réussies avec la R90S de la firme allemande et la 750 GT pour Ducat. Mais Triumph ne s'en relèvera pas, et vous savez très bien pourquoi si vous avez vu mon épisode sur la firme anglaise. En l'espace de 9 ans d'abord et 10 ans ensuite, Honda a terrassé la moto européenne. Et la moto européenne mettra plusieurs années à s'en remettre. Je pense que si vous demandez à chaque motard quelle machine de rêve il souhaiterait avoir dans leur garage, je mettrais ma main, non peut-être pas ma main, mon doigt à couper
que beaucoup d'entre eux diraient qu'ils voudraient une Honda CB750 4. C'est clairement l'une des motos, si ce n'est la moto la plus iconique et la plus importante de l'histoire moderne. Honda a proposé un produit qui allait démocratiser la pratique de la moto en la rendant facile d'accès à tout à chacun. Faisant basculer la moto dans une nouvelle dimension, la 4 pattes aura largement mérité son titre de moto du siècle, si bien qu'elle aura marqué son époque, tant par sa performance que par ses prestations. Elle aura marqué son temps. Et même si encore aujourd'hui la différence entre les européennes et les japonaises reste marquée, on se rend compte qu'avec 50 ans de retard, les européennes ont tendance à vouloir se japaniser en proposant des motos moins chères, plus fiables et plus facilement entretenables qu'auparavant. Au final, je trouve que la guerre entre les motos japonaises et européennes n'a pas lieu d'être, parce que la moto européenne a fait son temps, et a largement démocratisé la moto jusque dans les années 50, avant que la moto japonaise prenne leur lait et balance la moto dans une nouvelle ère. La CB750 aura paralysé certaines entreprises, et on aura aussi détruit beaucoup, surtout européennes. Mais les conséquences les plus importantes auront été au final ressenties dans le marché du consommateur, où elle a complètement modifié les attentes des clients chez les quelques rivaux survivants de Honda, qui ont dû accepter au final que le niveau a été relevé de façon exponentielle. Et ça fait 50 ans que ça dure. 50 ans que cette moto a déchaîné le marché, les passions, et a relevé notre vision de la moto à son paroxysme. Rouler, profiter, pour un coût moindre et un plaisir maximum. La moto moderne est en marche, et c'est en très grande partie dû au travail de Soichiro Honda, Bob Hansen et Yoshido Harada, 3 hommes visionnaires et lucides sur les nouvelles attentes des motards. Ancrées à jamais dans la mémoire collective, sans elle, la moto aurait été bien différente. Et ça, j'en suis certain. Bon bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je suis désolé pour le format, c'est comme c'était le bordel dans mon garage, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous proposer un format un peu plus chill, un peu plus sympa. Et si vous l'avez apprécié, bah n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai d'autres, pourquoi pas. En format petite histoire, je me dis qu'un truc un peu plus cosy comme ça, c'est sympa. Et d'ailleurs aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la CB750 4. Est-ce que cette moto vous marque, vous choque? Est-ce qu'elle a vraiment propulsé la moto dans une nouvelle ère? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez aussi pas à la partager ou à lâcher un petit pouce bleu, c'est important pour le référencement et pour faire connaître mon travail au-delà du monde de la moto sur YouTube. Je regarde et je réponds à tous les commentaires, surtout pour dire merci d'être là et d'être toujours aussi présent, donc n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis. On se retrouve très bientôt pour d'autres petites histoires, j'en ai à l'appel, il y en a plein. Le monde de la moto nous surprendra toujours et j'espère vraiment que vous appréciez ce format de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites histoires. Ciao!